Le folklore Pokémon a toujours été marqué par des rumeurs d'école et des questions sans réponse depuis le début. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des théories Pokémon. Et quel meilleur endroit pour commencer qu'avec l'un des types de Pokémon les plus mystérieux de tous les temps, le type Psy. Assurez-vous de mettre votre casquette de réflexion, car nous voulons découvrir quelles théories sur le type Psy sont déroutantes et lesquelles sont époustouflantes. Je suis Kyle de Pokébinge, voici les théories sur les Pokémon Psy, du délire aux vraies révélations. Nous débuterons par les théories les moins probables pour arriver aux révélations les plus époustouflantes. Pour notre première catégorie, vous y croirez quand vous le verrez, mais il n'y a pas grand-chose à voir ici. Ces théories, c'est du n'importe quoi. On commence avec Mew 3. Mew 3, c'est la théorie selon laquelle il existerait une forme encore plus puissante que le parfait Mewtwo. Cette vieille théorie a du sens sur le papier. Dans un jeu à 3 évolutions, on peut penser qu'une forme finale existerait pour compléter le trio des Mew. La seule preuve de cela apparaît dans le manga, où le Mélophée de Red fusionne avec l'acide désoxyribonucléique de Mew pour devenir le Mewtwo. C'était la première et dernière fois qu'on voyait ce design, à l'origine une blague. Passons à Deoxys touché par l'arme ultime. Cette théorie vient de son entrée dans le Pokédex de Rubis. L'acide désoxyribonucléique d'un virus spatial a muté après exposition à un rayon laser, créant Deoxys. Sur cette base, la théorie veut que l'arme ultime soit ce rayon laser. L'arme ultime elle-même n'a été lancée avec succès qu'une seule fois, il y a 3000 ans, et il y a aussi eu un lancement raté lors des événements de X et Y. Aucune de ces fois, elle ne s'est approchée de Hoenn où l'on peut trouver Deoxys. Ce n'est même pas un laser, mais un canon à énergie. Il s'agissait probablement d'un simple laser tentant de briser les météorites entrantes. Notre prochaine théorie suggère que Kadabra était un enfant humain. Bien qu'ancienne, elle reste intéressante. D'après le Pokédex, plusieurs variantes de cette idée existent. La première dit, je cite, « Il est dit qu'un garçon doté de pouvoirs psychiques s'est soudainement transformé en Kadabra alors qu'il aidait à des recherches sur les pouvoirs extrasensoriels. » Dans Rouge-Feu, on dit qu'un garçon s'est juste réveillé ainsi. Dans la version Soleil, il est dit qu'il s'agissait d'un garçon qui avait des pouvoirs psychiques et ne pouvait pas les contrôler. La seule preuve de cette théorie est déjà incohérente. Était-ce un enfant ordinaire, une expérience ratée ou un prodige trop puissant? Probablement aucun de ceux-ci. L'entrée du Pokédex de Légendes Arceus l'indique clairement. Des rumeurs disent qu'un enfant au pouvoir mystique serait devenu Kadabra, mais cela reste non vérifié. Cette rumeur n'est rien de plus qu'une rumeur dans l'univers concernant Kadabra. Il n'y a probablement jamais eu de garçon à subir ce sort. Terminons cette catégorie avec une théorie très étrange. Monsieur Mimato, le père de Sacha. Cette théorie est absolument ridicule, mais elle parvient à rassembler quelques preuves intéressantes. C'était surtout une blague à cause de l'apparition de la mère de Sacha dans l'anime Soleil et Lune, où Monsieur Mime est un compagnon de voyage de la mère de Sacha. Oui, cette théorie est juste une blague sur Monsieur Mime et la mère de Sacha, mais elle souligne aussi 2 autres faits étranges à propos de Sacha. Premièrement, il ne vieillit pas, et deuxièmement, il possède des capacités et une résistance similaires à celles des Pokémon. Sacha comprend et communique avec les Pokémon presque comme s'il était à moitié l'un d'eux. Mais c'est là que les coïncidences s'arrêtent. Ses capacités semblables à celles des Pokémon s'expliquent facilement par son rôle dans la série. Un héros qui ne vieillit pas, protégé par le scénario, prouve seulement sa résistance sans être à moitié Pokémon. Dans les derniers épisodes, la révélation sur son père a été mentionnée avant que Sacha quitte la série. Voici ce que nous savons du père de Sacha. Il est dresseur de Pokémon. Et Monsieur Mime ne participe pas à la Ligue Pokémon. Ce qui rend cette théorie intéressante, c'est le mystère autour de son père. Nous l'ignorons. Ça pourrait être Giovanni, ça pourrait être le professeur Chen, ou bien un dresseur mystérieux dont on ne connaît pas le nom. Avec si peu de clarté, des théories étranges émergent. Passons à la catégorie suivante. Ces théories sont peut-être fondées, mais peu probables. Ces théories sont pleines de failles. Cosmog, c'est la pièce manquante de Necrozma. Pour donner du sens à cette théorie, voici un résumé de l'histoire entre ces 2 Pokémon. Tout d'abord, Necrozma a travaillé avec les habitants d'Ultra Mégalopole. Necrozma était littéralement un phare de lumière là-bas. Les habitants ont fini par trahir Necrozma, essayant de voler la source de sa lumière. Cela s'est retourné contre les humains, détruisant la forme de lumière de Necrozma et le rendant frénétique à la recherche de lumière. Cosmog est la première forme de la lignée de Solgaleo et Lunala, mais il existe peu de lore les concernant.
Ils partagent une similarité avec Necrozma. Tous peuvent créer des trous de verre vers l'ultradimension. De plus, ils ne sont pas explicitement des ultrachimères eux-mêmes. Peut-être quelque chose de différent. Necrozma fusionne avec l'un ou l'autre pour devenir Ultra Necrozma, être d'énergie lumineuse pure. Il est donc logique qu'après avoir utilisé Lunala ou Solgaleo pour devenir Ultra Necrozma, il soit la pièce manquante. Cependant, cette théorie présente encore plusieurs problèmes. Premièrement, la nature de la fusion est largement parasitaire. Ce n'est pas comme les formes de Hiram, c'est Necrozma qui prend le contrôle. Ensuite, le dragon lumière Ultra Necrozma ne redevient pas entier. On pourrait extrapoler qu'il a peut-être besoin des deux formes pour redevenir complètement entier. Cependant, cela reste à voir. Enfin, il a été théorisé que les cristaux Z étaient les pièces manquantes de Necrozma. C'est ce qui a le plus de sens et c'est la seule explication explicitement donnée dans le jeu. Il est probable que le Pokémon Prisme ait perdu les cristaux Z Prisme dispersés à travers Alola. Staros provient ensuite du virus Deoxys. L'utilisateur Reddit GaffaCakes avance un argument convaincant pour un lien direct entre la lignée de Staros et Deoxys. Tout d'abord, ils possèdent des capacités psychiques similaires, que ce soit dans leurs attaques ou dans leur description, comme l'envoi d'ondes radio dans l'espace ou la capacité de se régénérer. Ils partagent aussi le même centre sphérique, cristallin et naturel. Ils avancent qu'un virus Deoxys aurait infecté une étoile de mer il y a longtemps. Ces hybrides se sont ensuite reproduits et sont devenus les Starry et Staros que nous connaissons aujourd'hui. Selon une variante, Starry et Staros seraient totalement extraterrestres. Que Deoxys est un Staros mutant et non l'inverse, cette théorie semble prometteuse, mais c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Rien n'indique qu'un virus ait influencé l'apparition de Staros ou Starry. Le centre en cristal est partagé, mais de nombreux designs dans Pokémon relèvent plus du style que de véritables liens. Enfin, la régénération et le fait de parler dans l'espace semblent davantage inspirés par le design que par un lien direct avec Deoxys. Les types Psy ont souvent des capacités semblables, les étoiles de mer réelles se régénèrent, et parler aux étoiles peut être un jeu de mots lié à leur design. Muna référencé dans la première génération. Dans la première génération, un dresseur dit « Les Pokémon ici sont dodus, il devrait y en avoir un rose à motif floral ». 5 générations après, un Pokémon correspond parfaitement à cette description. Cette théorie est assez superficielle car elle ne va pas plus loin et il n'y a vraiment que 3 façons de la voir. Premièrement, c'était totalement intentionnel. Le dialogue était un clin d'œil pour teaser le futur design de Muna. Autrement, un designer plus tard a connu cette réplique et a décidé d'en faire une réalité. Enfin, et c'est probable, tout cela n'était qu'une coïncidence. La description, bien qu'elle corresponde à Muna, est plutôt quelque chose qu'un enfant voudrait de toute façon chez un Pokémon. Muna a sans doute été conçu séparément. La connexion restait possible, mais peu probable, et la description d'un rose avec un motif floral est bien trop vague pour l'associer définitivement à Muna, sans autre preuve. Ensuite, Hoopa sauve des Pokémon d'univers condamnés. Hoopa, le Pokémon malicieux, est décrit comme un collectionneur avide qui accumule des Pokémon remarquables, juste parce qu'il le peut. L'utilisateur Reddit Je suis de Mars écrit que Hoopa est en réalité un sauveur de Pokémon légendaires provenant de lignes temporelles condamnées. La première preuve est que, lorsqu'on entre dans les zones Mirage, il ne s'agit pas d'un remix des thèmes de combat, mais bien des thèmes exacts issus de leur jeu d'origine. Cela suggère que ces Pokémon proviennent d'une autre dimension. Cela fait écho à l'arc de l'épisode Deltadora, qui tourne autour du personnage Zinnia, tentant de sauver l'univers d'une météorite, une météorite qui avait détruit d'autres univers. Hoopa aurait utilisé ses pouvoirs pour sauver des Pokémon d'univers condamnés, plutôt que de collectionner avidement des légendaires. Cette théorie s'intègre dans le jeu, mais il n'y a pas de preuves à ce jour. Passons à la catégorie suivante. Les types Psy offrent de nombreuses possibilités, certaines plus probables que d'autres. Ici, nous entrons dans le lore solide de Pokémon avec des théories qui sont possibles. Jirachi aurait créé la méga évolution pour Rayquaza. Nous continuons notre série de remakes de ON avec une nouvelle théorie. Amino Agent Riven et Reddit Flarestrom 88 établissent des liens astucieux entre l'intrigue d'Omega Ruby, Alpha Sapphire et Jirachi. Tous évoquent enfin que Rayquaza pourrait méga évoluer grâce à son organe unique, le Mikaido. Cette théorie prend en compte l'histoire ancienne des Pokémon. Dans le 3e chapitre de l'histoire de Rayquaza, Zinnia raconte que les humains ont fait un vœu collectif pour que Rayquaza mette fin au conflit entre Kyogre et Groudon. Ce vœu a été formulé il y a 1000 ans. Le Pokédex indique que Jirachi, le Pokémon exauceur de vœux, apparaît tous les 1000 ans pour réaliser des souhaits.
Il y a un lien fort ici, et le timing fonctionne parfaitement. Cela dit, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Il n'y avait rien dans l'histoire de Xenia concernant le fait d'aller directement voir Jirachi. Jirachi n'apparaît pas du tout dans l'histoire de Omega Rubis et Alpha Saphir non plus. Attribuer l'organe Mikaido à Rayquaza reste une supposition, mais une très bonne. Nous pensons que Wobuffet est un rebelle inconnu. L'utilisateur Reddit Hirarito évoque les similitudes entre les Arbis et Wobbuffet. Tout cela est basé sur la ressemblance entre leur queue et les Arbis. Les Arbis ont un œil et un corps noir, tandis que la queue d'Okeoke est noire avec un œil. Okeoke et les Arbis agissent aussi ainsi, leurs entrées Pokédex indiquant qu'ils se regroupent pour devenir plus puissants. Ils partagent également le même type, étant tous deux de pur type Psy. Ils ont des ensembles de capacités extrêmement limitées. Il existe aussi plusieurs autres petites connexions entre les deux, comme les conventions de nommage, les motifs d'illusion et les capacités. En ce qui concerne les capacités, Zarbi n'apprenait que puissance cachée, et ni Kulbutoke ni Okeoke ne peuvent apprendre puissance cachée. Aussi, d'où vient ce corps caoutchouteux? Il est probable qu'il s'agisse simplement de Pokémon distincts. Cette théorie a de nombreux liens, mais rien de concret les relie. Ce n'est pas l'événement le plus étrange dans Pokémon, et cela reste possible. Abordons la théorie selon laquelle Victini serait une bombe atomique, liant des aspects sombres de l'histoire réelle à la conception du jeu. L'idée que Victini représente une bombe atomique. Une remarque porte sur le motif de victoire dans son nom, son geste de la main et la forme de sa tête. Ce symbole a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour signifier la victoire, y compris lors du bombardement atomique du Japon. Deuxièmement, le Pokédex décrit Victini comme possédant une énergie illimitée, semblable à l'énergie apparemment sans limite du nucléaire. Il existe aussi des liens directs avec les États-Unis. Victini est au sous-sol de la tour du Jardin de la Liberté, en référence à l'île de la Liberté, avec d'autres liens comme ses capacités et attaques signature. Malgré des explications raisonnables, rejetant la théorie de la bombe, le 5 pourrait indiquer le début de la 5e génération, 5 étant le chiffre romain 5. La forme évoque une technique de sculpture de pommes japonaises populaire. Enfin, la seule vraie référence à une arme américaine est sa localisation dans la région inspirée de New York, ce qui pourrait être une simple coïncidence. Pour conclure, Hurle-Queue est un ancien Jigglypuff. Cette théorie est quasi canonique. Le Pokédex établit un lien direct entre lui et Rondoudou. Il partage le type fée, des attaques similaires, et semble être une ancienne version de Rondoudou. Le Pokédex ne cite qu'un magazine paranormal affirmant que c'est une version d'il y a 1 milliard d'années. Chaque forme paradoxe est fortement suggérée comme étant une version provenant d'une époque différente, mais cela n'est jamais dit explicitement. C'est ce qui empêche cette théorie d'être classée plus haut. L'argument contraire est que les Pokémon paradoxes sont en réalité imaginés pour exister. À ce jour, les Pokémon paradoxes restent mystérieux. Que de Fer pourrait être un ancêtre de Rondoudou, mais rien n'est confirmé. Pas besoin d'être un type psy pour deviner la suite, cette section présente des théories probablement vraies. Pour commencer, Mew est le premier Pokémon. Mew est souvent cité comme étant le premier Pokémon. Quand les gens disent inventer cela signifie généralement le premier Pokémon biologique. Les preuves de cela sont soutenues par les scientifiques présents dans le jeu et c'est indiqué dans le Pokédex. Mew peut apprendre presque toutes les capacités et avec Métamorphe, c'est le seul à pouvoir apprendre Morphing. Sans oublier qu'il contient officiellement l'acide désoxyribonucléique de chaque Pokémon. La discorde dans le lore de Pokémon concerne Arceus, présenté comme le créateur de tout, éclos d'un œuf avant l'existence de toute chose. Cela disqualifierait donc Mew comme premier Pokémon. Il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer les incohérences ici. Pour inclure Mew comme premier, Redditor Dakata avance que Mew serait devenu Arceus, lequel aurait ensuite voyagé dans le passé pour créer Mew. Cette théorie est possible, mais rien ne prouve que cela s'est produit avec le lore actuel. Même si Arceus était venu en premier, Mew est très probablement le premier Pokémon biologique malgré tout. Ensuite, la lignée de Cosmog est une ultra chimère et en partage toutes les caractéristiques. Son cri contient un son que toutes les ultra chimères possèdent. Chacune de ces statistiques est un nombre impair et ils viennent officiellement de l'ultra-dimension. Le jeu suggère et théorise que la lignée de Cosmog pourrait être une ultra-chimère sans jamais l'affirmer clairement. La principale différence est que la lignée de Cosmog n'a pas boost chimère, contrairement aux autres ultra-chimères. Scénaristiquement, cela s'explique par la capacité de cette lignée à synthétiser l'énergie des ultra-brèches, qui rend aussi les ultra-chimères incontrôlables. Cette différence suffit-elle à les juger totalement différents? C'est possible.
Bien que Cosmog et les ultra-chimères viennent de l'ultra-dimension, seules les formes finales de Cosmog peuvent ouvrir des ultra-brèches, contrairement aux ultra-chimères. Il existe de petites différences qui pourraient distinguer les deux groupes, tout dépend de ce que vous entendez par ultra-chimère. Si c'est un Pokémon qui vient de l'ultra-dimension, alors oui, c'est une ultra-chimère. Si ce ne sont que les Pokémon avec boost chimère, alors non, Cosmog n'en est pas une. Notre prochaine théorie est que Ramolos est omniscient. Cette théorie s'intéresse à Ramolos, qui est souvent la cible de plaisanterie. Largement répandue, cette théorie cherche à expliquer comment l'un des Pokémon les plus niais peut devenir l'un des plus intelligents. Le Pokédex décrit la réaction de Ramolos à son environnement. On pourrait croire que Ramolos est trop stupide pour comprendre quoi que ce soit. Comme tous les Ramolos sont de type Psy, certains estiment qu'ils souffrent du poids de leur intelligence plutôt que de leur stupidité. Cette théorie affirme que Ramolos est tellement intelligent qu'il est omniscient, qu'il sait tout. Savoir tout le temps fait que Ramolos ne peut pas faire grand-chose d'autre que de traiter son environnement. Selon cette théorie, la morsure de Coquillas ne rend pas Ramolos plus brillant, mais plus stupide. Cette théorie propose une interprétation originale du Ramolos idiot, bien qu'elle ne soit pas canonique. C'est une explication solide du comportement de Ramolos. Le Pokédex prétend que les toxines de Coquillas créent l'intellect, mais Ramolos avait déjà des capacités psychiques. Ensuite, les esprits des lacs guident l'humanité. Les esprits des lacs sont liés au trio de la création et on leur prête des pouvoirs ambigus sur la forme du monde Pokémon. Créelf incarne la connaissance, Créfollet l'émotion et Créfadé la volonté. On raconte que les 3 esprits des lacs, nés du même œuf, ont donné aux humains le pouvoir sur les esprits. Les 3 ont montré qu'ils pouvaient manipuler les états mentaux de Pokémon enragés comme Dialga ou Palkia, et la rumeur dit qu'ils pourraient aussi faire cela avec les humains. C'est très probablement le cas, mais comme pour tout ce qui entoure la création du monde Pokémon, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. Complétant cette catégorie, l'âme de Rabska est dans sa bolle. C'est l'une des théories Pokémon les plus récentes. Cette théorie vient du Pokédex, qui affirme que le véritable corps de Rabska résiderait dans la bolle. Cela correspond à nos connaissances sur Rabska. L'insecte du Pokémon bouge à peine, suggérant que ce corps est mort. Ce Pokémon pourrait aussi s'inspirer du dieu égyptien à tête de scarabée, symbole du soleil levant et du renouveau, la balle représentant le soleil. La seule autre entrée du Pokédex que nous avons contredit la première. L'entrée de Violette affirme qu'un nourrisson dort dans la balle, que Rabska berce le nourrisson pour qu'il dorme. Ceci pourrait prouver qu'il se passe autre chose. Peut-être que la balle est semblable à un sac d'œufs, ou cela pourrait être dans la même idée de renouveau de la vie. Lorsque le corps meurt, il renaît comme un nourrisson à l'intérieur de la balle. Difficile à dire, mais ce ne serait pas le premier Pokémon avec un exosquelette creux. Passons à la dernière catégorie. La vérité est ailleurs, nos dernières théories révèlent l'inattendu dans l'univers Pokémon. Ces théories sur les Pokémon Psy sont de vraies révélations. Plusieurs Mewtwo existent. Cette théorie a 2 sens. Le premier vient de l'anime. Il y a le Mewtwo des films Mewtwo contre-attaque et Duel Retour de Mewtwo. Ensuite, un autre Mewtwo apparaît dans Genesect et l'éveil de la légende, se distinguant surtout par sa personnalité et sa voix. Chaque Mewtwo est clairement différent ici, et cela est explicitement indiqué par le réalisateur du film le plus récent. Cependant, dans les jeux, c'est plus compliqué. La seule façon d'obtenir Mewtwo est de l'affronter dans la grotte azurée. Les autres occasions s'expliquent par le fait de plier l'espace-temps pour attraper Mewtwo. Il y a un autre endroit où Mewtwo peut être capturé de façon naturelle, c'est dans X et Y, dans une grotte non marquée. Il est possible que ce soit le même Mewtwo ayant voyagé à Kalos, mais il pourrait aussi s'agir d'un Mewtwo totalement différent. D'autres Pokémon légendaires synthétiques ont déjà été créés, comme Sylvalier, donc cela pourrait aussi être le cas ici. Plusieurs Mewtwo sont possibles dans le jeu, mais dans l'animé, c'est la réalité. Passons maintenant à Wobbuffet, c'est ça que... Wobbuffet s'envole à nouveau, et cette fois avec une solide théorie Pokémon. Cette théorie affirme que le corps de Wobbuffet n'est qu'un leurre, et que le véritable corps est sa queue. Le Pokédex note divers comportements étranges liés à la queue de Wobbuffet. Il protège toujours sa queue et si elle est touchée, il utilise prélèvement destin pour entraîner son adversaire. On dit que la queue cache un secret, ou du moins c'est ce que suggère le Pokédex. Le grand secret autour de la queue est simplement que Wobbuffet est en réalité la queue. Ce n'est pas une révélation, mais c'est sûrement la vérité sans dépendre d'autres liens. Il propose une théorie convaincante sans s'appuyer sur des suppositions. Notre avant-dernière théorie est l'année que la monture de Calyrex serait un Gallopa de Galar décédé.
Cette théorie suggère qu'il manque une information cruciale dans le lore concernant les montures de Calyrex. Comment les deux chevaux sont-ils liés? Ils ont un rôle similaire à Calyrex, où Calyrex cavalier peut renforcer les capacités de chaque Pokémon cheval. La théorie dit qu'autrefois, c'était le même Pokémon. La Couronnège, où vit Calyrex, s'inspire de l'Écosse, dont l'animal national est la licorne. Le seul autre Pokémon licorne dans la Couronnège est Galopade Galar, qui représente clairement une licorne. Cette théorie dit que les deux formes de Calyrex sont le même Pokémon cheval, pas deux différents. Glastrier, la force brute de son corps, et Spectrier, l'esprit errant. Explique pourquoi Calyrex a deux formes cavalières. Sa monture lui reste fidèle même après la mort. Il est possible que Calyrex ait deux montures différentes. Cependant, cela n'a aucun sens lorsqu'on considère son inspiration. Calyrex s'inspire de plusieurs cavaliers célèbres, comme le roux Arthur, Brian Boru ou les soldats de la cavalerie. Dans la culture populaire, c'est presque toujours une monture fidèle et fiable. Il est possible que deux puissants Pokémon chevaux n'aient aucun lien, mais cela contredit ce que nous savons de Calyrex et son origine. Enfin, nous abordons la dernière théorie des révélations choc. Les mains d'Arceus restent inconnues. Cette théorie est une autre interprétation de la création de l'univers Pokémon, et elle est fortement suggérée à la fois par les jeux et l'anime. Le Pokédex décrit Zarbi comme mystérieux. D'étranges pouvoirs surgissent quand ils se regroupent. Ce pouvoir semble être la capacité de façonner la réalité elle-même. Dans l'anime, il y a des moments dans le troisième film où les Zarbi créent une réalité illusoire. Plus tard dans l'anime, les Zarbi surgissent alors que Dialga et Palkia se battent. C'est remarquable, mais ne relie pas directement les Zarbi à Arceus. En ce qui concerne les liens directs, la flûte azur produit le même son que les Zarbi sur les ondes radio. C'est la même flûte servant à invoquer Arceus. Le Pokédex dit qu'Arceus a créé l'univers avec ses 1000 bras. Comme Arceus n'a pas de bras, on a associé les Zarbi à des bras métaphoriques pour lui. Dans Heart Gold et Soul Silver, vous pouvez voir Arceus et les Zarbi travailler ensemble. Le joueur a le choix entre Giratina, Palkia ou Dialga. Ensuite, les Zarbi entourent Arceus et, ensemble, ils parviennent à manifester un maître de la réalité à partir de rien. Cette théorie n'est jamais explicitement énoncée, mais elle est fortement sous-entendue. Les Zarbi sont décrits comme puissants et étranges. Arceus explique pourquoi un Zarbi seul est faible, mais qu'ensemble, ils façonnent la réalité. Cette théorie résout des questions, mais en soulève autant dans le monde des Pokémon. Comme les Zarbi sont absents des jeux principaux depuis 2 générations, il reste encore beaucoup de mystères à résoudre. Mais dites-nous dans les commentaires quelle est votre théorie préférée sur les Pokémon de type Psy et lesquelles pensez-vous être vraies. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder nos autres vidéos sur Pokémon. Dites-nous aussi quel type de Pokémon nous devrions aborder ensuite. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois.